Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 14 juillet. Un protocole d'accord a été paraphé entre le ministre de l'Environnement et la représentante résidente du PNUD à Djibouti dans le cadre de la mise en œuvre d'un nouveau projet relatif à la lutte contre la dégradation des terres et à la conservation de la biodiversité. Et la bande de Gaza est une fois de plus le théâtre d'un véritable massacre. Israël a mené une attaque massive dans le sud de la région, tuant au moins 71 civils selon les autorités locales. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a, à l'occasion de la fête nationale française, souhaité succès et réussite à son homologue français Emmanuel Macron, ainsi que davantage de bien-être, de progrès et de prospérité au peuple ami français. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie à la nation française, a écrit le président Guelleh dans le télégramme de félicitations adressé à Macron. La France est d'autant plus légitime de célébrer dans la liesse son anniversaire national que la fête du 14 juillet symbolise le triomphe des valeurs universelles sur l'obscurantisme, a dans le même document noté le chef de l'État, se réjouissant des liens privilégiés tissés par le fil de l'histoire, de la culture et de la langue que notre pays a en partage avec la France. Nos deux nations accroissent l'œuvre de leur proximité singulière à travers le traité stratégique qui les lie dans le domaine militaire et de la défense, a également fait observer le chef de l'État, réitérant ses chaleureuses félicitations au président Macron et à l'ensemble du peuple ami français. Et justement, donc, les forces françaises stationnées à Djibouti ont célébré aujourd'hui en grande pompe le 14 juillet la fête nationale française. Eh bien, ce dimanche, tôt ce matin, les forces françaises stationnées à Djibouti ont organisé une traditionnelle cérémonie militaire à l'occasion de la fête nationale française. Cette cérémonie s'est déroulée sur le parking aéronautique de la base aérienne de Djibouti. Eh bien, cette cérémonie était placée sous la présidence du général de division aérienne Laurent Boité, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, et s'est déroulée en présence du ministre djiboutien de la Défense, Hassan Omar Mohamed, du général de corps d'armée, Zakele Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, et de Mme Dana Purcarescu, ambassadrice de France à Djibouti. Cette rencontre a débuté par une revue des troupes effectuée par le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. Les principales unités des forces françaises étaient représentées le 5e régiment interarmé d'outre-mer, la base aérienne 188, la base navale, ainsi que toutes les unités assurant les missions de soutien logistique et opérationnel. La cérémonie donc s'est poursuivie par une remise de décorations militaires puis par le défilé aérien. Se sont succédés deux Mirage 2000, suivis par un avion de transport Casa CN 235, puis par des hélicoptères Gazelle et Puma. Et enfin, la cérémonie s'était restée clôturée par un défilé motorisé des principaux véhicules terrestres des forces françaises stationnées à Djibouti. Le thème du défilé de ce 14 juillet 2024 à Paris avait pour thème principal cette année le 80e anniversaire de la libération de la France, des débarquements et de la victoire. Quelques instants après la revue des troupes, la cérémonie commémorative de la fête nationale française a débuté, comme à l'accoutumée, par le traditionnel défilé militaire, suivi par le défilé des unités motorisées. Eh bien, à cette occasion, une trentaine de pays ayant participé à la libération de la France ont été mis à l'honneur dans Djibouti, présents sur le défilé parisien, avec une garde au drapeau composée de 3 militaires.
Et à l'issue donc de ce défilé marquant la fête nationale française, le général de division aérienne Laurent Boité a prononcé un discours par lequel le commandant a tout d'abord remercié les forces françaises stationnées à Djibouti, les forces de sécurité djiboutiennes, ainsi que les autres forces stationnées à Djibouti pour leur participation à la cérémonie de ce 14 juillet. Voici un extrait de son discours. Cette année, c'est un peu particulier. Nous avons pu faire le défilé ici à Djibouti. C'est un peu les Champs-Élysées qui arrivent à Djibouti. Et cette année, c'est un peu particulier en France puisque c'est le 80e anniversaire des débarquements. Et il y a des représentants africains qui sont à Paris et qui défilent. Alors le défilé, à cause de Jeux Olympiques, a lieu avenue Foch. Et je dis souvent que les FFDJ, nous sommes à Djibouti pour, avec et au milieu des Djiboutiens. Eh bien, cette année, il y a une garde au drapeau du régiment du quartier général qui défile à Paris. Et donc, c'est un vrai plaisir de savoir qu'il y a des Djiboutiens qui défilent parmi nos camarades à Paris dans quelques heures maintenant sur l'avenue Foch. Et je trouve que c'est un très beau symbole. J'arrive au terme de mon séjour ici. C'est avec un peu d'émotion que je vous parle. Je pars dans un mois et ces 23 premiers mois sont passés à la vitesse de l'éclair, à la vitesse d'un Mirage 2000 qui passe la post-combustion. Alors il me reste un mois, je ne suis pas totalement parti, mais enfin ça se rapproche quand même. J'avais demandé à faire une 3e année, mais Paris m'a appelé, donc je vais vers d'autres horizons. J'ai vécu vraiment des moments exceptionnels et je voudrais faire finalement un certain nombre de remerciements pour ces 2 ans. Mes premiers remerciements, c'est vers les forces françaises à Djibouti. Au niveau opérationnel, vous avez tenu un tempo, je crois, que les forces françaises n'avaient jamais connu. Vous avez été au rendez-vous de toutes les missions. Quand il s'est s'agit de sauver et d'aller chercher plus de 1000 ressortissants, plus de 80 nationalités, c'était il y a un an à Khartoum. Et je remercie encore une fois les autorités djiboutiennes qui nous ont permis aussi de faire ça et de pouvoir rassembler ces personnes ici. Mon deuxième remerciement, ça va vers les forces de sécurité djiboutiennes, vers les FAD, vers la police, la gendarmerie, la garde-côte, il y a aussi la garde républicaine avec laquelle on échange, la DNPC, parce qu'on fait beaucoup d'échanges avec vous. C'est commun. On forme des instructeurs ensemble. Depuis peu, on a des instructeurs djiboutiens qui participent aussi à la formation de militaires français. Et je pense que c'est assez unique ça. Et donc je voulais vous remercier pour la confiance et le travail que nous faisons ensemble au quotidien. Et puis au-delà, je voudrais remercier tous les Djiboutiens parce que nous avons vraiment fait beaucoup de choses pendant 2 ans, beaucoup d'échanges dans d'innombrables domaines. Et quant à elle, l'ambassadrice de France à Djibouti a félicité les forces françaises stationnées à Djibouti pour leur bravoure et professionnalisme, ainsi que cette belle prestation du défilé du 14 juillet. Merci à tous. On va faire un très grand moment. On va faire beaucoup de bruit pour dire merci et à très vite à Djibouti. Et enfin, en prenant la parole à son tour, le ministre djiboutien de la Défense qui a représenté Djibouti à cette cérémonie et le gouvernement a d'emblée souhaité au nom du gouvernement djiboutien bonne fête aux Français et aux Françaises. Je propose de suivre un extrait de son discours. J'ai pris la parole pour vous souhaiter une bonne fête le 14 juillet, qui est une date très importante que nous, Djiboutiens, nous avons toujours, n'est-ce pas, fêté avec vous. Cela étant, actuellement, je parle au nom du ministre de la Défense, mais également je suis le représentant du gouvernement dans cette cérémonie. Et je voudrais, au nom du gouvernement, encore une fois, vous souhaiter une bonne fête pour le 14 juillet. Mon deuxième point. En effet, c'est avec tristesse que je parle. Ça fait bientôt 5 ans que je suis ministre de la Défense. J'ai eu l'honneur de travailler avec le confort actuel, qui vient de nous annoncer son départ au mois d'août, paraît-il. Sincèrement,
de choses ont changé, tant au niveau des relations entre l'armée djiboutienne et l'armée française avec l'actuel confort. Il y a eu beaucoup de progrès. Moi, ce qui m'a également touché, c'est son côté humanitaire. Son départ, me semble, en ma qualité de ministre de la Défense, est regrettable. Sincèrement, ce n'est pas parce qu'il est là que je lis, mais nous sommes en train, au niveau du ministère de la Défense, perdre un grand ami qui, dans les moments difficiles, nous a toujours compris. Dans l'actualité également, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin l'ambassadeur du Vatican, Antoine Camilleri, pour une visite d'adieu. Et bien, lors de cette rencontre, le Premier ministre a félicité l'ambassadeur pour le travail accompli durant sa mission à Djibouti et lui a souhaité une bonne continuation. L'ambassadeur a quant à lui exprimé sa satisfaction de servir dans la Corne de l'Afrique pendant 4 ans et a confirmé que le pape François porte donc un grand respect pour le peuple djiboutien et ses dirigeants. Cela a été récemment souligné dans un message adressé au président de la République à l'occasion de la fête de l'indépendance où le pape et le président ont réaffirmé leur engagement commun à promouvoir la paix mondiale et la coexistence pacifique entre les peuples de religions différentes. Rappelons que le nonce Antoine avait présenté ses lettres de créance au président Ismaël Omar Guelleh le 20 septembre et avait exercé ses fonctions d'ambassadeur auprès de Djibouti depuis cette date, cumulant également le rôle d'ambassadeur auprès du gouvernement de la République d'Éthiopie et de délégué du Vatican auprès de la Somalie. Nommé par le pape pour un nouveau poste d'ambassadeur à Cuba, le nonce Antoine Camilleri rejoindra son nouveau poste à La Havane le 22 juillet 2024. Et cet entretien fructueux entre le ministre Yonis Ali-Guedi et un haut responsable du ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie chargé de l'énergie vers un renforcement de la coopération énergétique entre Djibouti et Tokyo. Au terme de sa mission de travail à Tokyo, dans la capitale japonaise, et aux marges de sa participation aux travaux du 5e Forum économique Japon-Ligue arabe, le ministre de l'Énergie, Yonis Ali-Guedi, a été reçu vendredi en milieu de matinée par le haut responsable japonais de la politique commerciale et internationale. Images donc que nous aurons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, a procédé aujourd'hui à la signature d'un protocole d'accord avec la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement à Djibouti, Madame Eman Gouanou, dans le cadre de la mise en œuvre d'un nouveau projet relatif à la lutte contre la dégradation des terres et à la conservation de la biodiversité. Ce projet intitulé « Conservation de la biodiversité et restauration des fonctions de l'écosystème de la zone protégée nationale de la forêt de Daï » est financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 3,2 millions de dollars américains et sera mis en œuvre par le ministère de l'Environnement durable en collaboration avec le PNUD, et ce pour une durée de 5 ans. L'objectif global du projet est de présenter la biodiversité et de restaurer les services écosystémique de la forêt du Daï à Djibouti. Il s'inscrit dans une approche de gestion de la biodiversité pour restaurer les écosystèmes terrestres et faire face aux risques de dégradation des écosystèmes déjà fragiles. Autre information, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de l'Éthiopie, représentant permanent auprès de l'Union africaine et la Commission économique pour l'Afrique, Abdi Mahmoud Aibé, a franchi une nouvelle étape dans sa mission diplomatique. Il a présenté ses lettres de créance au président de la République de Guinée équatoriale, en qualité d'ambassadeur avec résidence à Addis Abeba. L'ambassadeur n'a pas manqué de discuter avec le président sur des sujets d'intérêt commun, renforçant ainsi les bases d'une coopération future fructueuse. Les échanges ont porté sur divers domaines stratégiques témoignant de la volonté des deux nations de renforcer leurs relations bilatérales. Ensemble, Djibouti continue de démontrer sa capacité à tisser des liens solides
avec ses partenaires africains, consolidant ainsi sa position en tant qu'acteur clé donc, sur la scène diplomatique continentale. Autre information, parrainée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, la 4e édition de Japanim, manga et dessin animé, a eu lieu hier, samedi 13 juillet, à l'Escale International Hotel, promettant une riche journée dédiée aux passionnés de la culture japonaise. Les participants ont eu l'opportunité de participer à diverses activités telles que le karaoké, beach party, concours de dessin, festival sportif et la diffusion de longs et courts métrages japonais. Cet événement constitue un rendez-vous incontournable pour les jeunes amateurs de manga, leur offrant ainsi un espace pour se retrouver et célébrer ensemble leur passion commune. Le programme varié de cette journée divertissante et immersive a attiré un nombre élevé de participants. Et enfin, la 4e édition de Japanim à Djibouti fut encore une fois un moment festif et convivial pour tous les amoureux de la culture japonaise. Entre partage de passion, créativité, compétition amicale et découverte artistique, cette journée est encore un succès mémorable pour tous les jeunes passionnés de bande dessinée. De la Japanim et c'est vraiment merveilleux. Mon anime préféré est One Piece et vraiment c'est étonnant le nombre de personnes d'otaku qui sont venus voir pour la culture japonaise et les animés. Je me présente Omar Ahmed Mohamed, organisateur de la Japanim Djibouti. Aujourd'hui, on a organisé la 4e édition. On a été parrainé cette année, et comme l'année dernière d'ailleurs, par le ministère de la Jeunesse et d'autres sponsors qu'on ne peut pas citer parce qu'ils sont pleins. Il y en a beaucoup, mais c'est toujours un honneur de voir des entreprises et des institutions djiboutiennes répondre à l'appel de la jeunesse, parce que c'est un événement qu'on fait avant tout pour les jeunes, qui est gratuit, qui restera gratuit à vie. Et c'est un plaisir. Cette année aussi, on a eu l'honneur de recevoir l'ambassadeur du Japon qui est à côté de moi. Et j'espère que ça va continuer. On remercie toutes les personnes, tous les bénévoles, toutes les personnes qui ont cru à ces projets. C'est la 4e année, on ne compte pas s'arrêter là. Et Inch'Allah, on vous dit à l'année prochaine parce qu'on sera encore là. Et fan de manga ou pas fan de manga, pas fan de la culture japonaise, venez quand même parce qu'on s'amuse ensemble. Et suivons à présent le mot de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Heureux de voir beaucoup de gens, surtout les jeunes, viennent ici pour la 4e édition de Japanime. C'est un très bel événement initié par une association des jeunes amateurs des animés et japonais, et j'en suis très fier. Et je voudrais donc profiter de cette occasion pour féliciter la grande réussite de cette 4e édition, et j'espère qu'on aura la 5e l'année prochaine. Merci. Les banques islamiques à Djibouti jouent un rôle crucial dans le renforcement de l'économie nationale à travers une série de principes et de pratiques financières conformes à la charia. Pour plus de détails, voici un reportage préparé par la rédaction centrale. Depuis leur création, les banques sont considérées comme la pierre angulaire de l'économie mondiale. Elles ne se limitent pas à être des simples lieux de dépôt et de conservation des fonds, mais elles offrent également une large gamme de services qui soutiennent à la fois le particulier et les entreprises. Les banques jouent un rôle crucial dans le financement personnel et public en offrant des prêts personnels et des financements immobiliers. Elles aident les individus à réaliser leurs rêves, de posséder leur propre maison, de lancer leurs projets commerciaux et même d'assurer leur avenir grâce à
des plans d'épargne et d'investissement. D'autre part, les banques islamiques sont des institutions financières qui fonctionnent conformément aux dispositions de la charia islamique et adoptent des principes et fondements financiers différents de ceux de banques traditionnelles. Elles se distinguent des autres institutions bancaires par la fourniture de divers services financiers tels que les dépôts, le financement immobilier, le financement commercial, l'investissement et d'autres, en tout en respectant le principe islamique. Ces banques qui se sont développées en réponse aux besoins des services financiers conformes à la charia, interdisant le riba et les transactions non éthiques, ont commencé à croître depuis le XXe siècle et se sont largement étendues ces dernières décennies. En République de Djibouti, l'apparition des banques islamiques remonte à 2006, soit des décennies ou plus après l'indépendance nationale en 1977, durant lesquelles le paysage bancaire était dominé par des grandes banques traditionnelles, la Banque de commerce et d'industrie Mer Rouge et la Banque indo-suez Mer Rouge qui est devenue plus tard la Bank of Africa Mer Rouge. Le banque islamique actuel, à savoir le Sabab African Bank, Salam African Bank ainsi que East African Bank, travaille à élargir la base de l'inclusion financière en fournissant des services bancaires et financiers conformes aux valeurs et principes de la charia islamique à toutes les couches de la société. Ces banques offrent divers services bancaires pour répondre aux besoins des clients tels que l'ouverture des comptes bancaires de différents types, comptes d'épargne d'investissement, comptes de dépôt d'investissement. في جيبوتي كانت بدايتها في عام 2006. L'histoire des banques islamiques à Djibouti commence pour la première fois en 2006 avec l'inauguration de la Sabah African Bank. Parmi les principaux facteurs ayant conduit à cette initiative figure le désir de la population djiboutienne de bénéficier des services à caractère islamique, un climat attractif et stable sur le plan politique et économique, bien que Djibouti soit situé dans une région marquée par des tensions et des conflits. De plus, son emplacement stratégique a également joué un rôle crucial. Depuis leur création, ces banques ont connu un afflux important de citoyens souhaitant accéder à des services bancaires conformes à la charia islamique tels que la murabaha, l'investissement, l'istina'a et la musharaka, entre autres. Au cours des 2 dernières décennies, ces institutions financières, dont la Banque Sabah africaine, ont réussi à mener à bien de nombreux projets, notamment dans le secteur du logement social, en ligne avec la politique nationale, visant à fournir un logement adéquat aux diverses catégories de la population. Parmi ces projets figurent la cité résidentielle de Sabah et les projets de logement social dans la zone des Nagad en périphérie de Djibouti-Ville. Elle cherche à soutenir les projets sociaux et les infrastructures en dirigeant des financements vers des domaines bénéfiques pour la société en général. Selon le responsable de ces banques, l'émergence de banques islamiques à Djibouti a répondu aux besoins urgents de combler un vide et de créer des banques de ce type qui opèrent en conformité avec la charia islamique dans toutes leurs transactions. Les banques islamiques à Djibouti, y compris la East Africa Bank, inaugurée en 2019, se concentrent sur divers domaines de financement, qu'il s'agisse des particuliers, des entreprises privées ou des institutions gouvernementales. Ces banques offrent des services bancaires conformes aux principes de la charia islamique en utilisant une gamme de contrats et des produits financiers qui évitent les intérêts usuraires et adhèrent aux valeurs éthiques islamiques. Depuis leur création, les services à caractère islamique offerts par ces institutions financières ont connu une forte demande. Ces banques ont également adopté des technologies modernes pour répondre aux besoins de leurs clients en passant au numérique. Désormais, les clients peuvent interagir avec leur banque via leur téléphone portable sans avoir à se rendre à l'agence, un facteur qui a renforcé la présence de ces institutions financières. Ces banques contribuent également à l'économie en proposant des solutions financières innovantes et éthiques, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreux clients en quête de services bancaires conformes à leurs croyances religieuses. Pour l'avenir, nous anticipons un développement promoteur pour les banques islamiques étant donné l'intérêt croissant qu'elles suscitent actuellement et l'expérience qu'elles ont accumulée au fil des années. Nous prévoyons également d'élargir nos services à travers les régions de l'intérieur de la République et de financer des projets pour les petites et moyennes entreprises, en particulier au bénéfice des jeunes. Le banque islamique jouit d'une grande popularité au sein de la société djiboutienne en tant que partie intégrante du système économique islamique en utilisant des technologies modernes dans le domaine bancaire pour satisfaire le désir des clients et de répondre à leurs demandes croissantes. Dans le but d'atteindre une plus grande part de la population, certaines de ces banques islamiques ont pris l'initiative d'ouvrir des agences dans différentes régions d'intérieur, épargnant ainsi aux habitants de ces régions la peine de se rendre à Djibouti
civile pour bénéficier des services de ces institutions. En conclusion, nous pouvons dire que ces institutions financières, dont la première a été créée à Djibouti il y a près de 20 ans, jouent un rôle vital dans l'économie. Non seulement elles fournissent des services financiers, mais elles renforcent également la stabilité et la croissance économique tout en soutenant le particulier et les entreprises dans la réalisation de leurs objectifs. Et dans l'actualité également, une formation de 3 jours sur les règles et procédures de gestion des subventions de l'Union européenne a débuté aujourd'hui au Conseil régional de Tadjoura avec la participation active de divers acteurs clés des organisations de la société civile et de la gouvernance locale. L'événement a vu la présence de M. Omar Hussein Omar, président de l'ANCLD et président du Conseil régional de Tadjoura, Ahmed Ali Mohamed, vice-président du Conseil régional d'Obok, Ali Roufa Aden, secrétaire permanent de l'ANCLD, les membres de l'équipe de gestion du projet, AIMF et ANCLD, les cadres des organisations de la société civile subventionnés, ainsi que les agents territoriaux des régions de Tadjoura, Obok et Dikil. Porté par l'Association internationale des maires francophones et financé par l'Union européenne, ce dispositif d'accompagnement vise à renforcer les capacités des autorités locales djiboutiennes. La formation assurée par des experts du programme d'appui à la société civile en République de Djibouti en partenariat avec l'AIMF a pour objectif d'améliorer la gestion des subventions européennes par les organisations de la société civile et les agents territoriaux. Cette initiative s'inscrit dans un effort continu pour garantir une gestion transparente et efficace des fonds. Les participants ont bénéficié d'un encadrement technique et pratique leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour une gestion rigoureuse et conforme aux normes européennes. Voici un extrait du discours de M. Ali Roufa, secrétaire permanent de la LCLD. D'être parmi vous et de pouvoir contribuer à cette initiative essentielle pour le renforcement de vos capacités. Le dispositif d'accompagnement des organisations de la société civile djiboutienne porté par l'Association internationale de maires francophones en collaboration avec l'ANCLD et financé par l'Union européenne est particulier dans le sens où il est lié au renforcement des autorités locales. Il s'agit en effet, à travers cet accompagnement, de renforcer la logique des mises en synergie, donner les moyens et la capacité aux EEC de prendre part aux réflexions et la conception des plans de développement locaux mis en œuvre dans chaque région et commune de Djibouti-Ville. Pour y parvenir, l'AIMF a fait réaliser dans le cadre du projet une étude dont les objectifs étaient proposer un répertoire des besoins de renforcement exprimés par les EEC, demanderesses de subventions, analyser les différents programmes, cadres de financement et de soutien aux EEC djiboutiens, Kaizen, PASOK, ADDS, PISCA, PNUD, GIZ. Proposer des axes d'orientation du plan de renforcement des capacités pour l'AMF. Un dialogue, échange a été organisé sur la base des résultats de l'étude au cours d'une réunion de capitalisation organisée le 16 novembre 2023 au Sheraton, qui a regroupé autorités locales, organisations de la société civile, bénéficiaires de subventions et agences de mise en œuvre de programmes et projets d'appui à la société civile djiboutienne. Le plan de renforcement ici de concertation comprend 8 modules, y compris celui que nous réunissons ce jour dans cette salle des réunions du Conseil régional de Tadjoura, intitulé Module 8, Règles et procédures de gestion de subventions de l'Union européenne, cycle de subventions, contrats et dispositions de conditions générales, modalités pratiques de mise en œuvre, dispositions financières, contenu des liasses comptables et caractéristiques des pièces justificatives. Que ces journées soient marquées par l'acquisition de nouvelles connaissances, l'émergence de nouvelles idées et la consolidation de notre engagement commun pour une mise en œuvre réussie de l'ensemble des projets de développement. Écoutons à présent le mot du président de l'ANCLD et par ailleurs président du Conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hassan Omar. C'est nos premiers projets et nous voulons continuer. Nous voulons continuer avec les associations. Et tout dépendra des résultats que vous allez fournir, de l'appréciation de ces projets sur le terrain. Et je sais que pour certains, ça va mieux. D'autres peinent encore à donner des résultats aussi bien dans la ville de Djibouti qu'à l'extérieur. Mais pour faire un bon partenariat avec les OSC, nous avons besoin aussi des
des associations fortes qui puissent travailler sur le terrain de la manière pratique et avoir aussi une bonne gestion du projet. Et l'atelier d'aujourd'hui porte sur cette gestion que je vous demande d'acquérir et de bien suivre. J'espère que vous allez en profiter tous pour le bien-être de votre association et aussi pour le bien de vos régions respectives. Je compte beaucoup sur vous pour assimiler le maximum d'informations et travailler sur cet outil qui va vous être bientôt donné. Et je vous souhaite bon travail. Je vous le disais en titre, la bande de Gaza est une fois de plus le théâtre d'un véritable massacre. Israël a mené une attaque massive dans le sud de la région, tuant au moins 61 civils. Selon les autorités locales, cette attaque visant le commandant militaire du Hamas, Mohamed Daif, et un second commandant Rafah Salama a déclenché une onde de choc parmi les habitants de Gaza et la communauté internationale. Les scènes de désolation qui suivent cette attaque témoignent de l'horreur vécue par les habitants. Des bâtiments réduits en ruines, des corps dispersés et des familles dévastées par la perte de leurs proches. Le Hamas a rapidement réagi, qualifiant les affirmations israéliennes de fausses allégations destinées à masquer l'atrocité de l'attaque. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.